Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de l'État financier, un podcast 100% francophone sur la finance. Je me présente, je m'appelle JP et je suis en présence aujourd'hui de mon co-animateur Gabriel. Salut à tous, bienvenue à tous dans l'État financier. On est très heureux de vous souhaiter la bienvenue dans notre podcast. On espère que ça va vous plaire. JP, on va vous présenter un peu le programme qui nous attend dans l'État financier, mais on va parler essentiellement de finances personnelles. On va parler de fiscalité, de comptabilité. En bref, tout ce qui touche effectivement de plus près ou de plus loin au domaine de la finance, de l'actualité économique. Donc, on espère que ça va vous plaire. Exact. Donc, le format, vous allez voir, on vise de le faire sur une base hebdomadaire. Format un peu de discussion. Là, on est de bons amis dans la vraie vie. On va avoir également plusieurs collaborateurs qui sont de nos amis. Étant passionné de la finance et de l'administration plus au sens large, on aime ça en discuter. C'est même des sujets qu'on parle dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire, amener une discussion sur la finance dans votre vie. Vous inviter effectivement à collaborer avec nous, à partager vos idées et à un peu rentrer dans nos discussions de finance. Et comme je dis, on va pouvoir faire évoluer un peu le modèle. On a déjà une bonne base de ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, 2 segments qu'on va vous faire découvrir, des segments qu'on va considérer comme étant permanents. Oui, qui vont se répéter en fait du coup à chaque semaine. Exact. Fait, pour chaque épisode. La première partie s'appelle Au son de la cloche. Donc dans le Au son de la cloche, comme son nom l'indique, on va repasser, ça va être comme une espèce de revue des marchés. Donc on reparle plus de l'actualité économique. S'il y a un sujet qui nous attire un peu plus en particulier, on peut s'en parler. Donc c'est un format quand même assez ouvert. C'est quand même, il y a une direction avec Au son de la cloche. Puis dans la deuxième partie qui s'appelle Dans vos poches, qui lui est plus dédié effectivement sur les finances personnelles, sur comment gérer son argent, comment contribuer à quel type de placement, etc. Donc ça reste assez large. On compte rajouter après dans certains épisodes, jamais on a un invité ou par exemple quelqu'un qui souhaite participer aussi dans l'émission, on pourra rajouter effectivement des contenus supplémentaires avec par exemple une troisième partie. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se contenter plutôt de 2 pour le moment. Exactement. Et avant d'embarquer dans le vif du sujet avec notre première partie, c'est très important. Là. Comme on vous l'a dit, c'est une discussion qu'on fait, donc il n'y a aucune recommandation qu'on émet ou on ne veut pas vous mentionner de faire quelque chose. C'est vraiment le but, c'est d'en discuter, de se questionner. Mais encore une fois, aucune recommandation n'est faite dans ce podcast-là. C'est pas du tout dans notre volonté. Comme je disais, on est des personnes qui travaillent dans le domaine financier, mais on est vraiment des personnes qui sont passionnées de la finance de A à Z. Là. Donc, encore une fois, de la discussion, on vous invite à vous joindre à nous le plus que toute recommandation. Tout ce qu'on parle aujourd'hui, effectivement, sont vraiment des sujets qui nous intéressent, notre opinion personnelle. Mais ça ne reflète pas une recommandation de placement. Pour plus d'informations, contactez un expert. Exact. Donc, on lance le podcast officiellement après cette petite intro. Donc, au son de la cloche, premier segment. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui pour Au son de la cloche, c'est un petit peu d'actualité. On en parle depuis les derniers mois. C'est un peu l'impact qu'a eu toute la pandémie du coronavirus sur les marchés. On a observé des changements assez drastiques. Donc le but de ce segment-ci aujourd'hui, c'est de faire un peu un recul sur ce qui s'est passé de manière très ouverte et de manière très, très légère. Là, ne pas entrer dans le vif du sujet sur 3-4 mois de bourse. On va pas vous faire un retour sur l'évolution quotidienne des marchés des 4 derniers mois. Puis surtout que ce serait, ce serait un peu contre-productif parce que on le sait pas ce qui se passe. On a même les meilleurs analystes financiers, les meilleurs économistes, ils ont du mal à prédire puis c'est impossible en fait de prédire complètement la direction des marchés, mais c'est vrai que je pense que JP tu pourras nous en parler là, mais on vit une période quand même très particulière là. On a vécu des premières semaines vraiment très très compliquées en fait. Exact. Donc si tu me permets, Gab, je vais commencer avec un petit retour là, très bref sur qu'est-ce qu'on a observé dans les marchés dans les derniers mois. Donc de manière très brève, comme tout le monde est un peu au courant, les premiers mois de l'année 2020 ont été marqués par un maintien de la croissance. Les marchés se portaient très bien. On savait qu'on avait tout de même eu plus de 10 ans, plus d'une décennie complète de croissance au niveau des marchés et des différents indices boursiers.
Et on est arrivé, si on peut dire, avec les nouvelles là, où il y avait le début d'une épidémie qui s'est transformée par la suite en pandémie. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dès qu'on a commencé à parler de pandémie, dès qu'on a commencé à voir les impacts sur la société, surtout, et étonnamment, le monde du sport a eu une corrélation assez directe. Là, dès que le monde du sport s'est cloisonné à peu près dans tous les pays, c'est là qu'on a remarqué vers la fin du mois de février, le début là, de ces chutes vertigineuses quotidiennes où parfois on atteignait plus de moins 7, moins 8, moins 9% de décroissance là, quotidienne au niveau des principaux indices boursiers à New York. Et ça nous a amené le fameux 23 mars, que, encore une fois, je le mentionne souvent. On s'en souvient tous très bien. Pour ne pas avoir, dans certains contextes, investi alors que c'était le creux des marchés. Personne n'aurait vraiment pu y croire, mais qu'est-ce qui est arrivé après la fermeture des marchés le 23 mars? On a eu la Fed américaine qui nous est arrivée avec sa décision de commencer à utiliser le capital du trésor et, si on peut dire, l'impression de billets pour aller acheter de la dette. De manière massive, et ça a amené le lendemain une reprise assez notoire là, quotidienne au niveau des marchés. Et depuis, c'est un peu invraisemblable, mais certains indices boursiers, dont le Nasdaq, ont même battu leur record précédent du début de l'année. Donc c'est un peu... Le sommaire est quand même simple. On aurait pu parler on a perdu 50% dans les marchés, mais ça n'a pas été du tout ça. Ça a été une chute épouvantable. Puis une reprise qui était plus lente que la chute, mais qui a été tout de même absolument sur une effervescence et sur une rapidité incroyable. Et c'est là un peu où on va amener la discussion, mais maintenant qu'on connaît les faits passés, qu'est-ce qui s'est passé entre février, fin mars et maintenant tout autour du mois de mai-juin, où les bourses ont un petit peu repris. Où est-ce qu'on s'en va? On sait que dans les dernières semaines, on a commencé à avoir du déconfinement. Gab va peut-être enchaîner un peu là, sur... on parle du futur, tout est incertain comme Gab l'a dit tantôt, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on en pense nous-mêmes de où est-ce que les marchés s'en vont avec le déconfinement et l'espèce de petite recrudescence des cas au niveau du COVID? Bah, c'est toute la difficulté aussi de voir qu'est-ce que va nous prédire l'avenir. C'est sûr que moi, ce qui pose toujours problème en fait au niveau du Covid, bah, c'est déjà que le nombre de cas, même si c'est stabilisé par rapport à mars-avril où on était au pic dans la plupart des pays occidentaux, ça reste néanmoins que on est encore dans les cas, c'est très inquiétant en Amérique du Sud, en Afrique. L'Afrique va être vraiment le prochain, puis l'Asie aussi du Sud, comme l'Inde, etc. Ça va être vraiment le prochain épicentre de la pandémie. Mais qu'en Amérique du Nord, on remarque que c'est la tranche d'âge. On est rendu chez les plus jeunes, moins de risque de mortalité. Donc c'est un peu là où... C'est ce qui est curieux, là. Oui, puis ce qui est assez curieux, c'est que quand même, le nombre de cas augmente. Par exemple, dans des États qui se sont déconfinés très rapidement, il augmente de façon significative. Puis, bon, alors les médecins, donc le CDC, là, qui est aux États-Unis, qui est un peu je dirais le gendarme les autorités, le conseil scientifique en fait au niveau américain quand même commence à ramener encore une fois des mises en garde pour les États qui se sont déconfinés rapidement. Mais ce qui est un peu inquiétant, moi je dirais, c'est ce premier point-là, le fait que ce soit pas terminé la pandémie. Le deuxième point, c'est qu'on a injecté tellement de cash dans l'économie, la Fed ainsi que les banques centrales plus généralement, Banque centrale européenne, la Banque de France, même au Royaume-Uni, même au Canada, aux États-Unis, même la Chine a commencé à imprimer beaucoup de cash, comment dire, pour vraiment remettre des sous dans l'économie. Mais la question, c'est dans les prochaines années, comment on va le payer tout ça, parce que c'est jamais gratuit. Là. On va finir par le payer. Est-ce que ça va se traduire par des hausses d'impôts? Puis la question aussi, c'est de savoir comment les entreprises vont s'en sortir, parce qu'elles auront quand même à rajouter ce fardeau de dette. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux qui ont quand même été lancés quand même pour essayer de faire face à la pandémie, mais ça n'empêche que quand même il faudra le payer à la fin, cette charge monétaire. Donc c'est sûr que est-ce que ça va venir? Moi, je pense que ça va venir effectivement avec des défauts d'entreprise accrus. Donc la crise, elle n'est pas terminée. D'ailleurs, on le voit, les indices boursiers américains, ils ont commencé à se stabiliser vers un point à peu près pour le Dow Jones, à peu près entre 25 et 26 000 points. Et c'est ça, on vit ça depuis quelques semaines. La question est de savoir comment on va réussir à s'organiser, comment les entreprises vont réussir à s'organiser pour pouvoir vraiment
réussir à faire la transition aussi vers le monde post-Covid. Comment aussi les entreprises vont s'adapter, aussi elles vont être capables de conserver quand même leur main-d'œuvre, etc. Est-ce que le chômage va être sous contrôle? C'est toutes des questions, malheureusement, on n'aura pas de réponse. Effectivement, parce que je veux dire, on le sait, présentement, toute la logique pour les commerces, est-ce que la demande va redevenir au même niveau? Présentement, on avait beaucoup d'espoir, mais on remarque assez drastiquement que c'est plus la même chose au niveau des commerces. C'est pas la même chose que de consommer présentement au niveau des différents achats sur place. Les achats en ligne sont toujours aussi adéquats, mais est-ce que le commerce va toujours exister dans le même sens? Puis également, autant au niveau du service que des emplois. Est-ce que le monde va vouloir retourner? Est-ce que les compagnies vont avoir la capacité de créer de l'emploi? Est-ce que les personnes, avec le fait que plusieurs programmes gouvernementaux internationaux ont été maintenus en place pour encore quelques mois, alors que là, les emplois commencent à se recréer, est-ce que les personnes vont avoir la volonté de retourner sur le marché du travail malgré le fait que le risque n'est pas terminé, malgré le fait qu'aucun poste n'est encore garanti? Il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans. Et l'autre point qu'on oublie souvent aussi, c'est que techniquement, nous ne sommes pas encore officiellement dans une crise économique. Ça prend 2 trimestres consécutifs où on a un recul au niveau des PIB. Présentement, est-ce que c'est le cas? On sait que ça s'en vient. C'est une question d'atteindre les 2 fameux trimestres, mais présentement, on n'est toujours pas dans un contexte comme ça. Et là, c'est là où, oui, les marchés sont dans le futur. On voit plusieurs mois à l'avance, même parfois plus d'1 an à l'avance. Mais toujours, est-ce que la crise est encore plus massive qu'on peut le penser? Est-ce que la crise va un petit peu déterrer des squelettes, si on peut dire, de sortir des squelettes du placard, et qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont faire en sorte que cette espèce de trouble au niveau des marchés financiers-là va passer d'un trouble qui est externe au système financier vers un trouble qui est interne au système financier. On sait, s'il commence à avoir des faillites d'entreprises qui sont plus conséquentes, qu'est-ce que ça peut amener au niveau des marchés? Là, ça devient un problème systémique au sein du système financier et non externe comme le cas d'un virus ou d'une maladie. Donc c'est un peu ce qui questionne. On est très content, je crois, pour le bien-être collectif, si on peut dire, que les bourses ont repris. D'éviter de vivre à la fois une pandémie que aussi une perte majeure d'actifs pour la population, mais également pour les compagnies. Mais est-ce que c'est quelque chose d'artificiel ou est-ce qu'on en est réellement sur le futur? On sait que présentement, on l'a vu, là, comme Gab l'a dit, il y a eu une certaine stabilité au niveau des marchés, même une certaine baisse avec l'annonce que certains États au niveau du Sud recommençaient le confinement légèrement, recommençaient à fermer des commerces. Je crois que ça amène beaucoup d'incertitudes, ça amène beaucoup de questionnements et encore une fois, c'est sur des bases. La chute a été basée sur quoi? Sur des éléments qui ne sont pas du tout financiers, que personne n'aurait pu prédire. Et donc, qu'est-ce qui peut arriver si ce phénomène-là se reproduit à nouveau, que la fameuse deuxième vague vient amplifier le phénomène et qu'en plus, on tombe avec des défaillances au niveau du système financier avec l'endettement? Qu'est-ce que ça peut amener? Je crois qu'on peut encore être pire que ce qu'on a été dans les premiers mois de l'année. Moi, je vous recommande aussi d'écouter J'ai écouté l'autre jour, là, puis je pense que je te l'avais partagé, JP, là, il y avait une excellente interview là, de Stiglitz, qui est prix Nobel, 2 prix Nobel d'économie, si je me souviens bien. Puis c'est extrêmement intéressant, justement, ce qu'il mentionnait, c'est que justement, on a parlé précédemment là, des programmes gouvernementaux quand même qui avaient été mis en place. Bah, surtout aux États-Unis, là, par exemple, il y a eu les fameux stimulus checks, là, donc, d'ailleurs, c'est très drôle, Donald Trump les a fait réimprimer pour qu'il y ait son nom dessus. Enfin, bon, ça c'est pour l'anecdote, là, mais ce qui s'est avéré, en fait, c'est que ces chèques-là seront arrivés, en fait, chez les mauvaises personnes. Ils sont arrivés, en fait, vers des personnes qui n'ont pas besoin d'argent, en fait. Puis les personnes qui en avaient plus besoin, donc par exemple, je sais pas, des jeunes familles ou par exemple des mères célibataires, etc., bah, n'avaient pas ce montant-là, juste pour des raisons, en fait, pour des raisons de calcul, en fait, qui sont mal foutues. Donc ça c'est un premier point, puis ça peut avoir un impact terrible sur l'économie, sur la demande. Là, on est dans une économie où on veut quand même, d'ailleurs on l'a vu avec le président Macron, puis le président Trump, le but c'est de conserver la demande, c'est vraiment de stimuler l'économie pour que les gens continuent de consommer. C'est ça un peu le motto derrière ça. Par contre, la question c'est que si on n'arrive pas à stimuler suffisamment cette économie-là, l'offre conséquemment de produits ou de services plus généralement
peut en être affecté. Là, c'est terrible, mais le carnet de commandes des entreprises est vide. Les restaurants, ils sont fermés. Souvent, c'est un bon indicateur de savoir si les restaurants qui sont à côté de chez vous fonctionnent bien. C'est une façon de voir est-ce que l'économie fonctionne bien, est-ce que les gens ont l'argent pour sortir dehors. La mention que l'économie était mise en pause durant la pandémie était vraie, ou si on tombe réellement dans un contexte où ce n'était pas simplement une pause de l'économie, mais vraiment une dégradation de l'économie. Ouais, et puis c'est vrai que ce que disait en tout cas Stiglitz, c'est que quand même ça n'a pas été... la plupart des gouvernements ont quand même pas très bien géré. En fait, ils ont plutôt bien géré dans le sens où ils ont évité la catastrophe, la bombe économique qu'aurait pu se passer. Hein, fondamentalement, en ce moment, par rapport au rendement boursier, on est, comment dire, c'est moins catastrophique là que ce qui s'est fait, en tout cas que ce qui s'est fait avant, par exemple la crise de 2008, qui fondamentalement était une crise économique et financière, et non une crise sanitaire, etc. Alors c'est ça qui est assez drôle. Puis alors, par exemple la crise des années 30 de l'autre côté, c'est une crise économique qui s'est basée sur de la spéculation boursière, enfin sur tout un tas de raisons qu'on pourra détailler peut-être dans un autre épisode. Mais c'est ça qui est assez surprenant avec la crise du coronavirus, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Ça se trouve la crise est dans 1 an, dans 2 ans, peut-être qu'elle est déjà là. On ne sait pas. Malheureusement, l'avenir nous le dira. C'est sûr qu'on vous fera le point dans des nouveaux épisodes pour la suite. Mais c'est sûr qu'on peut dire 2020 était une année où certainement on a pu bénéficier, où on a appris, si on peut dire, du passé. Ce qui est quand même rassurant de savoir que le système financier a appris de 2008, a appris des crises précédentes. Le fait de mettre en place cette espèce de stimuli généralisé, où oui, il y a eu beaucoup d'endettement des gouvernements pour pouvoir, si on peut dire, sauver les marchés. Je crois que c'est un apprentissage du passé, puis je crois que si on en est où c'est dans la stabilité présente qu'on vit, qui est très relative, on s'entend, reste tout de même là, une décision qui était judicieuse et qui était prise rapidement, mais qui aura, si on peut dire présentement, porté ses fruits. Encore une fois, décision rapide, ça sauve à court terme. À long terme, où est-ce qu'on en est? L'endettement, c'est certain qu'on va en reparler pendant bien des années. C'est inégal, ça n'a jamais été aussi élevé au niveau de l'endettement des gouvernements qui a été investi pendant les derniers mois. L'endettement aussi des ménages aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que c'est tout beau, les programmes d'aide gouvernement, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est normal que les gens commencent aussi vivre c'est sûr qu'on pourra peut-être plus en parler dans la deuxième section, là, mais qui s'en vient bientôt, là, mais c'est sûr l'endettement des ménages est rendu à un tel point que les gens ne se rendent plus compte. Puis il y a une gestion financière qui est qui est quand même à prendre en compte. L'endettement des ménages, je veux dire, en Amérique du Nord, je crois que c'était 300% du... Ouais, puis ça, c'était déjà problématique bien avant le coronavirus. Là. Donc les gens ont quasiment 3 ans de revenus en tant que dette. Alors c'est sûr, ça dépend quel type de dette. On pourra en parler dans la deuxième section, justement, parce que ça en vient avec notre sujet. Mais... c'est assez hallucinant. Puis on se dit, les personnes, tu sais, si t'as 3 fois, il y a un moment donné, il y a un seuil critique que tu seras pas capable de rembourser, ça va te faire des paiements monstrueux. Alors c'est ça, il faut toujours prendre conscience que une crise économique, elle peut avoir un artefact, elle peut avoir une conséquence aussi très très loin jusqu'aux petits consommateurs là, en tout cas. Exact. Donc pour conclure le premier segment là, au son de la cloche. Le but, encore une fois, c'était notre premier épisode du podcast, donc c'est un peu de faire un retour sur ce qui s'est passé dans les derniers mois. Dans les semaines à venir, on va parler beaucoup plus de l'évolution de semaine en semaine, donc un peu moins lourd et un peu moins, si on peut dire, large au niveau de la période temporelle qu'on va parler. Mais ce qu'on peut dire, encore une fois, comme on le rappelle, ça a été à la fois le bear market le plus court, mais un bull market tout aussi légèrement moins rapide, mais tout de même très très rapide par les standards qu'on pouvait s'attendre. Et encore une fois, comme on l'a dit, à court terme, ça a très bien été, mais qu'est-ce que le long terme nous attend? Qu'est-ce que l'endettement qui a permis de sauver l'économie va nous permettre, va avoir comme impact dans le futur? Et encore une fois, on le rappelle, c'est quelque chose qui est sans précédent, c'était du jamais vu. On peut tout de même, je crois, féliciter le gouvernement américain, bien entendu, pour certains points, on ne veut pas le féliciter, mais pour les actions des banques centrales et des gouvernements aux États-Unis, au Canada et en France. Vous n'avez pas vraiment le choix aussi, non? Mais avec le temps, le fait qu'un recul pouvait être attendu, je crois que c'était quand même assez pertinent et ça a ramené les marchés présentement, comme on dit, là, dans un contexte tout de même assez stable et tout de même assez rassurant. Donc c'est ce qui conclut notre premier segment.
Parfait. Donc maintenant, entamons notre deuxième segment que l'on a intitulé « Dans vos poches ». Donc comme Gab l'a présenté au début, on va parler à chaque semaine d'un sujet sur la finance personnelle. Donc le sujet d'aujourd'hui, je vais laisser Gab l'introduire. C'était un sujet, c'est toi JP qui m'avait suggéré ce sujet-là, mais je trouve que c'est hyper intéressant. C'est devriez-vous repayer vos dettes ou investir? Exact. Avec la prémisse, si on peut dire que dans le contexte de la pandémie, soit on a eu un contexte où des personnes ont maintenu leur emploi, mais avaient beaucoup moins de dépenses, beaucoup moins d'activités, donc une accumulation de revenus. Et également pour les personnes qui étaient dans des pays qui bénéficiaient d'un programme où le gouvernement redonnait des fonds en remplacement, si on peut dire, de revenus là, pour suite à des pertes d'emploi, et que ces personnes-là étaient capables de dégager un certain surplus à chaque mois, malgré le fait qu'ils avaient peut-être une rémunération un peu plus basse, mais qu'encore une fois, avec le fait que les dépenses étaient plus basses, que les activités étaient moindres, qu'il y avait aussi une petite création là, d'un surplus de capital par rapport à ce qu'on connaît dans notre vie habituelle. Puis c'est vrai que ces derniers temps, effectivement... peut-être que ceux, en tout cas, qui sont concernés, c'est sûr, si vous avez perdu votre emploi, vous n'avez pas de revenus, je pense que cette chronique-là, ça vous intéressera pas, puis c'est tout à fait compréhensible. Hein. Mais tu sais, il y avait beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont conservé leur emploi, parce que, le chômage, il est à... Là, par exemple, ici, on enregistre au Canada, là, c'est à peu près aux alentours des 12 à 13%. En baisse d'ailleurs. Ce qui est en baisse, oui, avec la réouverture des restaurants, parce que c'est beaucoup basé aussi sur la restauration puis l'industrie aussi. Oui, donc il y a 13% de chômage, c'est-à-dire qu'il y a 87% des actifs quand même qui travaillent. Donc si tel est le cas, c'est sûr, on se retrouve dans une situation en ce moment où on n'a quasiment aucune dépense, à part la nourriture, la nourriture, le chauffage, le loyer, les besoins primaires, exactement. Vraiment les besoins primaires, ça fait qu'on a beaucoup d'argent en fait dans nos poches justement. Alors c'est la question est, devrait-on repayer ses dettes ou justement reprendre des nouveaux placements, surtout que le contexte, on va dire, depuis le jour que tu avais mentionné, JP. Le 23 mars. C'est ça, le 23 mars, les marchés sont à la hausse, puis on a des rendements assez incroyables. Quelqu'un qui aurait mis de l'argent, à ce moment-là, il aurait fait 24%, je crois. Absolument, dans les principaux indices boursiers. Plus de 20%, donc faut se dire c'est assez incroyable. Là. Donc c'est sûr que c'est un scénario idéaliste, là, mais ça reflète effectivement que ça peut être une question pertinente puis intéressante à aller aborder. Moi, je me dirais, puis je vais commencer, JP, si tu permets. Ma recommandation, je dirais, dans ce genre de situation, c'est première étape, faites-vous un bilan financier. Moi de profession, je suis conseiller financier, là, mais c'est important de vous faire un bilan financier. Bilan financier, c'est de faire un sommaire de vos actifs et de vos passifs, c'est-à-dire ce que vous avez moins ce que vous devez. Déjà, ça vous permet de visualiser personnellement c'est quoi votre situation financière. Le but, c'est que vos actifs moins vos passifs, ça vaut le plus d'argent possible. C'est ce qu'on appelle la valeur nette. Donc ça, c'est le plus important. Côté passif, vous évaluez ça déjà dans un premier temps. Vous regardez c'est quoi le coût de votre passif. C'est quoi le taux d'intérêt qui est associé à chacune de vos dettes. Il faut regarder aussi l'impact fiscal, parce que souvent, tout dépendamment du pays où vous vous trouvez, certaines dettes, certains intérêts, souvent, sont déductibles d'impôts. Par exemple, si vous avez de l'immobilier locatif, l'intérêt est déductible d'impôts. Aux États-Unis, par exemple, même les intérêts de votre prêt immobilier, par exemple, sont déductibles d'impôts, que ce soit que ce soit pour vous ou pour des locataires. Donc c'est important. Moi, je regarderais ça. C'est sûr qu'il faut avoir une attention particulière sur les dettes à taux d'intérêt élevé. Les dettes de consommation, etc., souvent viennent avec un taux d'intérêt élevé. Donc, il faut faire attention. Côté actif, tu peux passer, JP, si tu le souhaites. Effectivement, en fait, quand Gab parlait des dettes avec taux d'intérêt élevé, on s'entend qu'on a tous en tête la principale, la fameuse carte de crédit. Là. Donc, ça, c'est clair qu'il faut considérer. Moi, Gab parlait du premier point, si on peut dire, de réflexion. Le taux, la différence des taux. On parlait de regarder les taux du passif. Au niveau des actifs, encore une fois, c'est ce qu'on mentionnait.
Les rendements étaient très bons dans les marchés boursiers, mais les rendements ne sont pas garantis dans les marchés boursiers. Donc, encore une fois, c'est très contextuel, si on peut dire. Là, il y a le premier niveau comparé œil pour œil. Là, si je fais un placement dans tel type de solution qui me convient à moi, quel taux de rendement je peux obtenir par rapport à quel est le taux de mes dettes, c'est un peu la base. Pour des personnes qui veulent pas tomber dans des détails ou dans des grandes analyses, là, peuvent effectivement regarder ça. Est-ce que j'ai une solution qui m'assure un rendement ou qui est relativement certaine d'atteindre ce rendement-là si je tombe pas dans les marchés, par exemple, qui bat ma dette présentement? Allons-y pour des placements plutôt que de la dette. Ça risque d'être compliqué avec les taux, ils sont tellement bas, je dirais, sur les produits d'épargne de base, genre les trucs rachetables, ça vaut pas le coup. Souvent, c'est assez difficile. Cependant, je recommande, toujours dans ces actifs, il faut toujours conserver un fonds d'urgence. Les spécialistes diront 3 à 6 mois d'épargne, c'est peut-être un peu beaucoup 6 mois. 3 mois, je trouve que c'est intéressant. 3 mois de revenus nets, hein, évidemment, hein. En sachant que ça doit être décaissable en tout temps. Vous pouvez vous prendre d'excellents instruments, par exemple des comptes d'épargne en ligne ou par exemple des livrets A en France qui peuvent être très efficaces pour pouvoir retirer votre argent quand vous le souhaitez. Mais c'est important de vous faire un fonds d'urgence. Comme ça, dans les situations où vous vivez, qu'on vit actuellement, au moins vous avez quelque chose, vous êtes autonome financièrement. En 3 mois, voire 6 mois, si vous êtes ça je vous en félicite si tel est le cas, vous avez de quoi retrouver un emploi, enfin je veux dire relativement facilement, tout dépendamment encore une fois dans quel secteur d'activité vous êtes, mais quand même ça se fait, on va se dire de façon plus générale. Exact. Donc c'est ça, c'est important un fonds d'urgence. Le reste par contre je regarderai effectivement mes actifs, il faut aussi comparer. Donc du coup le rendement espéré, tu l'as mentionné JP, c'est sûr que le rendement espéré peut être utilisé. Utiliser par exemple un rendement historique de 10 ou 20 ans, même si ce dernier entre guillemets il n'est pas garanti bien évidemment, c'est un rendement espéré, c'est une façon de visualiser potentiellement votre rendement futur. C'est souvent un indicateur de performance passée, mais c'est pas un indicateur parfait. C'est sûr, dans tous les cas, votre conseiller financier ou la personne qui vous souscrira à votre produit, elle vous indiquera si c'est un produit qui est à capital garanti ou non. Ça, c'est bien important. Donc c'est ça. Si on enchaîne, tu fais un peu l'enchaînement vers un deuxième point qui est pertinent au-delà de la comparaison en pourcentage, si on peut dire, au niveau des actifs, placements, par rapport au passif, la dette. Deuxième point, Gab, tu peux en parler un peu plus également, les projets. Il ne faut pas oublier non plus c'est quoi les projets qu'on veut faire. On ne peut pas juste investir ou payer de la dette sans réfléchir réellement à qu'est-ce que je veux faire dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc Gab, tu peux peut-être parler un peu plus de ça également sur comment réfléchir à cet aspect-là qui est comme le deuxième point clé de la question. Ah bah ça c'est le plus important. C'est toujours à mettre en relation, évidemment, une recommandation de placement. Elle est toujours à mettre en relation avec vos objectifs financiers. Si le but de votre placement est que ce soit décaissable rapidement, ben vous le mettez effectivement dans un produit d'épargne rachetable. Si c'est pour du long terme, ben vous pouvez prendre un peu plus de risques parce que la performance sur le long terme peut-être compensera, je dirais, le fait que votre argent ne sera pas immobilisé à 1% pendant 5 ans. Et si par exemple on est sur 5 ans, que vous allez chercher 4,5% par année, c'est déjà un bon début. Je trouve que c'est déjà très très bien. Donc c'est important aussi de vous faire un profil financier, un profil d'investisseur avec un pourcentage, en tout cas si vous êtes un investisseur traditionnel, entre actions et obligations. Vous pouvez diversifier si vous êtes quelqu'un qui a un peu plus d'actifs, avec de l'immobilier par exemple. C'est sûr qu'encore une fois, c'est à mettre en relation. On appelle ça une tolérance au risque, puis un objectif, un horizon de placement. Ça c'est très important à définir. Puis effectivement, c'est à mettre en relation. Pour revenir plus sur le sujet, c'est important aussi dans les côtés passifs, on a parlé un peu de savoir comparer le coût de votre passif puis le rendement espéré de votre actif. Moi je dirais c'est sûr, si vous avez des dettes, vous croulez sous les dettes et vous avez des prêts meubles, des saloperies à des taux d'intérêt monstrueux, des taux commence déjà à approcher les 7, 8, 9%, voire plus. Aux États-Unis, c'est monstrueux, la dette de cartes de crédit, qui sont des espèces de produits de financement à très court terme, ou ce qu'on appelle même des payday loans. Là, je vous recommande, si vous avez sur Netflix, il y a une bonne série, là, comme je me souviens plus, là, on s'en était parlé de JP, là, mais qui est excellente aussi. Dirty Money, c'est ça, c'était Dirty Money, Absolument. Qui est excellente.
Puis justement, ça parle de l'industrie des prêts à la conso aux États-Unis. Enfin, c'est des 1500% par année. L'intérêt est calculé sur une semaine de paye. Enfin, vous vous rendez compte? Ça, c'est sûr. Clairez-moi ça avec votre argent. C'est le plus important. Ça, c'est une saloperie. Puis vous en sortez jamais. Si tel est le cas, là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Là. Vous payez ça. Par contre, s'il s'agit vraiment d'un prêt immobilier, par exemple d'un prêt voiture, faites attention. Et puis essayez de vous conserver quand même des liquidités avec un fonds d'urgence. Après, effectivement, la réflexion peut être poussée un peu plus loin. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne relation avec la personne qui vous conseille dans votre dossier. Exact. Puis le troisième point, les derniers points, si on peut dire, du sujet, là, au-delà des comparaisons taux d'intérêt actifs-passifs, au-delà de quels sont mes projets à court terme, moyen terme et à long terme, je crois que le dernier point est quand même un peu acquis. C'est pas le concept le plus financier, mais c'est qu'est-ce qui vous dérange le plus? Est-ce que ce qui vous dérange le plus, c'est vous êtes la roche qui est dans votre soulier, c'est votre endettement que vous trouvez qui est trop élevé, ça vous coûte trop cher, vous y arrivez difficilement avec vos paiements de loyer, par exemple, si vous êtes encore locatif ou avec vos paiements hypothécaires, c'est pas facile de pouvoir mettre en place des projets à ce niveau-là. Ou bien, est-ce que vous trouvez que vous n'avez pas assez d'épargne de côté? Donc, il y a un côté très émotionnel également qui rentre en ligne de compte, qui est très peu financier, qui est très peu calcul, mais on sait tous un peu qu'est-ce qui nous dérange le plus dans notre bilan. Gab l'a mentionné au début, faites-vous un bilan. Quand on regarde notre bilan respectif, on sait déjà qu'est-ce qui nous fait mal. Est-ce que c'est, encore une fois, je me sens trop endetté? Donc, à ce moment-là, je pourrais faire un petit peu plus de paiement de dette. Ou est-ce que je trouve que j'ai pas assez d'épargne de côté? À ce moment-là, mettre un peu d'argent au niveau de l'actif. C'est un peu, si on peut dire, le dernier point là, que je rajouterais à la question, qui est, encore une fois, beaucoup moins quantitatif. Puis je dirais, tu sais, toi, JP, par exemple, tu viens combien de fois par année chez le dentiste? Une fois par année. Faites la même chose avec votre conseiller financier ou la personne qui s'occupe de votre dossier. C'est une visite qui est censée... Puis même s'il ne s'agit pas d'un rendez-vous là, avec le café, les drinks, là, on s'en fout. Là. Le but, faites-vous un retour d'appel avec la personne qui est dans votre dossier, savoir si déjà c'est sérieux et tient à cœur vos intérêts. Puis faites-vous une visite de suivi, comme votre dentiste. Vous regardez effectivement c'est quoi l'état de votre situation financière. Si vous-même vous avez honte de votre situation financière, c'est que déjà il y a un problème. Il faut se poser les bonnes questions. Puis le but, la personne qui va être là pour vous, son job, c'est de vous aider. Il va falloir qu'il va regarder, puis il va repasser. C'est clair, votre bilan financier, vos actifs, vos passifs, c'est quoi votre ratio d'endettement, etc. C'est des choses qui sont importantes. Puis, il ne faut pas négliger effectivement l'aspect émotionnel, comme tu l'as dit, JP. Il faut que vous soyez fiers de vos propres efforts, puis de votre situation financière. Ça se construit, ça prend du temps, mais il faut vraiment travailler en sorte pour que votre valeur nette, puis votre patrimoine, il soit optimisé de mois en mois, puis qu'à terme, vous vous retrouviez avec un portefeuille qui soit équilibré, qui soit diversifié. C'est sûr que ça va faire partie d'épisodes qu'on va pouvoir s'en parler, JP, par la suite. Qui répond à vos projets et avec lesquels vous êtes fiers de vous lever à chaque matin sans avoir de stress, bien entendu. C'est ça. Si vous vous réveillez le matin, puis tu sais que vous avez déjà, vous dormez plus de la nuit parce que vous êtes étranglé par vos paiements, enfin par vos cartes, par les prêts là, monstrueux à des taux, bah là c'est le moment où il faut quand même consulter ou soit agir. Et puis il faut pas avoir honte. Le but, c'est de travailler. Là, moi, je vous recommande d'ailleurs, si vous êtes dans l'univers podcast, il y a l'excellent podcast de Dave Ramsey, c'est en anglais malheureusement, qui est excellent. Puis justement, ce gars-là, lui, c'est un ancien failli. Là. Il a fait faillite, puis il vous donne d'excellents conseils. C'est pour un public anglophone. C'est d'où l'intérêt justement de l'état financier, c'est de vous apprendre des concepts qui sont très peu présents justement sur la planète francophone. Justement, de pouvoir vous parler de concepts financiers simple à complexe, mais d'une façon interactive, puis d'une façon aussi simplifiée pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas, c'est ça, à vous renseigner. Et puis, si jamais d'ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous les poser aussi dans les commentaires de YouTube. On va être aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast, là, donc Apple Podcast, Spotify. Je sais que Google Podcast on va l'avoir la semaine prochaine aussi. Donc, n'hésitez pas. Puis, ça va nous faire plaisir de pouvoir aller rediscuter ça avec vous. Absolument. Donc, pour conclure le deuxième segment dans vos poches, puis vous allez voir, ça va promettre un petit peu la conclusion de la majorité des questions qu'on va soulever dans ce segment-là. Là. Est-ce qu'il y a une réponse unique à la question qu'on a posée? Absolument pas. Puis c'est un peu ça le but. On l'a mentionné au début, on veut vous amener dans la réflexion.
Présentement, dans la question initiale de savoir est-ce que ça vaut la peine avec le surplus d'actifs, le surplus de liquidité que j'ai de contribuer dans des placements, donc d'investir ou bien de payer des dettes, il n'y a pas de bonne réponse. C'est chacun pour soi un petit peu, mais c'est le but, encore une fois, d'aujourd'hui, c'était de vous amener à y réfléchir. Puis Gab l'a mentionné, c'est sûr que de demander des avis à des professionnels, moi je dis souvent même, c'est ce que je fais personnellement, lisez également. On a souvent des journaux qu'on parle ensemble, il y a les affaires qu'on utilise souvent au Québec et dans la... Il y a des Échos en France qui est quand même plutôt un bon journal, mais puis un point que je veux souligner avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à demander aussi à des personnes peut-être qui s'y connaissent mieux. Bon, je vous ai parlé de votre conseiller financier, mais ça peut être ça peut être l'opinion, c'est bête, mais de votre grand-mère aussi. Là, des proches, absolument. Des proches, là, c'est toujours bon. Puis si vous-même vous avez honte de parler de ça, ça veut dire qu'il y a de l'action à faire. Puis c'est jamais trop tard. Il faut se lancer et puis d'agir en conséquence afin que encore une fois votre patrimoine, vous le travaillez et puis vous êtes capable effectivement de pouvoir progresser. On y va étape par étape, puis à la fin, je suis sûr que vous allez être fiers effectivement. Donc pour répondre, effectivement, comme on s'était dit à la question, il n'y a pas de réponse toute simple. Hein. Faut juste avoir, il y a du bon sens, mais il y a aussi de la réflexion de savoir qu'est-ce qui est mieux pour moi, pour ma sécurité personnelle, qu'est-ce qui est mieux en termes financiers. Ça, je vous laisse à aller regarder ça. Exact. Donc, c'est ce qui conclut ce premier épisode du podcast. On espère que vous avez apprécié. Vous n'allez pas avoir trop de temps avant de nous entendre. Déjà dans une semaine, on va présenter notre deuxième podcast. Encore une fois, comme Gab l'a dit, n'hésitez pas à partager ce qu'on publie, à poser des questions. Encore une fois, le but, c'est un petit peu ça. C'est une discussion interactive qu'on fait. C'est quelque chose qu'on faisait déjà à la base, avant même quand on faisait des activités ou des soirées entre amis. Le but maintenant, c'est de vous inclure là-dedans. Donc, merci beaucoup, Gabriel, pour ta présence. Merci, JP, puis bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Bye bye.